Bonjour à tous. Bon alors, partie 6. Oui, je pensais m'arrêter à 3 au départ. Euh, je promets plus rien du coup parce que je sens que ça va être plus difficile que prévu de s'arrêter, hein. En attendant, dans cette partie 6, on va faire deux mini-changements dans la façon dont le code est écrit. Est-ce que ce sera une amélioration ou pas? Si vous comprenez suffisamment bien ce qu'on fait pour avoir un avis là-dessus, je vous autorise à en parler dans les commentaires ou à m'envoyer un mail. Euh, et ensuite, on va ajouter uniquement en mode debug quelques petites choses qui permettront de caractériser les événements. C'est-à-dire qu'on pourra appeler une fonction GameLoopDebug qui affiche la liste de tous les événements qui sont à ce moment-là, au moment de l'appel à la fonction, présents dans la GameLoop et qui pourra donner le plus d'informations possible sur chacun d'entre eux. Au passage, j'avais sorti sur Feu, ma chaîne Développeur des Cavernes, une série de petites vidéos sur la programmation des shmups, dans laquelle je montrais pas mal de choses que personne d'autre que moi pouvait vous montrer. Et dans une des toutes dernières, on me voyait exécuter le deuxième prototype de Ximoid, tout en déclenchant justement cet appel de fonction qui affichait à l'écran la liste de tous les events en cours d'attente et des informations sur chacun d'entre eux. Quel type d'event il s'agit, quels sont ses paramètres, etc. Et il y en avait des centaines, et je les ai tous expliqués. Ah, voilà. Quand quelqu'un vous dit qu'il est capable de vous montrer des choses absolument inédites que personne d'autre pourra vous montrer, soit c'est un mytho qui se la pète, soit c'est vrai. Là, en l'occurrence, c'était vrai. Bon, alors, premier changement d'écriture, euh, ça c'est la signature de tous les pointeurs de fonction qu'on appelle pour exécuter un game event. Et je voudrais changer le sens d'un des paramètres. Euh, Plutôt que de donner à l'event en paramètre le retard éventuel du chronomètre, parce que ça, en tant que tel, il y a très peu de game events qui auront besoin de le connaître. Peut-être même qu'en pratique, il n'y en aura jamais. En tout cas, à ce jour, avec mes anciennes versions de choses équivalentes à GameLoop, je ne me souviens pas avoir écrit une seule fois un time event euh, qui avait besoin de connaître le retard éventuel du chronomètre. Donc, je préfère transmettre à l'event sa date stopwatched. Tous les events connaissent la date clocked à laquelle ils sont censés s'exécuter et la date stopwatch à laquelle ils sont censés s'exécuter. Et selon qu'ils sont clocked ou stopwatched, c'est à eux de choisir la bonne date. On transmet les deux aux deux pour le cas où, dans certains cas, ils auraient vraiment besoin de connaître les deux, ou pour le cas où ils auraient besoin de calculer le stopwatch delay. Bon, donc évidemment, il ne suffit pas de modifier cette signature de fonction, il va falloir modifier plein d'autres trucs en fonction, à commencer par la fonction, euh, la main loop. La main loop, au moment où elle va exécuter le pointeur de fonction event_flash_play, eh bien, le deuxième paramètre ici, le deuxième, c'est le quatrième, je ne sais plus compter, ce sera event_swdate, et du coup, c'est ici qu'on va le calculer systématiquement. Timing const event swdate reçoit event date, qui est sa clock date en réalité, plus le stopwatch delay qu'on connaît. Et j'ai dit une bêtise là. C'est moins, c'est pas plus. C'est moins, c'est moins. Voilà, le clock date est égal au swdate plus stopwatch delay. Bon. Donc, le stopwatch date, c'est le event, c'est le clock date moins le stopwatch delay. Putain, j'ai besoin de m'assurer de ce que je viens de dire. Attends, possible. Euh, Clock date
plus, non, swdate plus retard du chrono donne la clock date réelle. Oui, c'est bien ça. Oui, oui, je bug relativement souvent sur des choses aussi simples. Oui. Ça ne m'empêche pas de réaliser des choses globalement difficiles. Le tout, c'est d'y passer le temps qu'il faut. Bon, donc là, normalement, on a du code qui recompile, mais qui risque à l'exécution d'avoir quelques petits problèmes. Et si tout marche bien, ce sera un coup de bol. Alors, là, par exemple, on dirait qu'il ne se passe plus rien du tout en termes d'animation. Pareil, si je veux... Ah oui, segmentation false, carrément. Hein. Bon, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait carrément segmentation false, mais là, par ici, il doit y avoir dans cette fonction-ci ou dans une autre qui appelle cette fonction-ci un truc pas très robuste, un moment où j'oublie de vérifier, il doit manquer une assertion quelque part, par exemple. Et, euh, et il se trouve que dans un monde normal, il n'y aurait pas besoin de la mettre, cette assertion, mais là, on est dans un cas où il la faudrait. Alors, euh, pourquoi? Parce qu'on a changé le sens d'un paramètre, donc tous nos game events actuels, ils doivent prendre ça en compte. Alors, les game events actuels, on en a d'une part dans le module Blitter et d'autre part dans le module SPRView. Dieu merci, j'en ai pas encore mis ailleurs, donc les modifs à faire seront pas trop longues. Donc là, euh, change frame buffer viewport, je vais chercher cette fonction-là. C'est bien celle-ci. Donc, ici, le paramètre, c'est plus un stopwatch delay. Voilà. Alors, voilà. Ici, on met juste event swdate. Alors, est-ce qu'on peut resizer le viewport? Oui, ça y est, ça marche de nouveau. Bon, par contre, l'animation en rotation XYZ de notre météorite, on l'a toujours pas récupérée. OK. Donc, pour ça, il va falloir aller modifier de la même manière quelques game events dans le module SPRView. Et alors, il se trouve qu'il va y en avoir 3 ou 4 identiques, donc je vais en faire un devant la caméra, hein, et le reste hors caméra, hein, inutile de vous faire perdre du temps. Donc, celui-là, il n'est pas à modifier, d'accord, bon, très bien. Ensuite, euh, attends, on va faire celui-là. Donc, même chose. Alors oui, j'ai dit le... Bon, en fait, ok, j'ai compris un truc. On va faire un chercher remplacer. Timeint const stopwatch delay. On va remplacer ça par timeint const event stopwatch date. Bim. Là, ça n'a plus recompilé du tout. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon? Non, non, date. Putain, c'est pas vrai, quoi.
Alors, j'ai écrit une connerie, j'ai écrit event SW event SW date à la place. Vas-y. Donc, bon, du coup, on va aussi remplacer. Non, j'ai pas tapé ça, tu m'emmerdes le clavier. On va aussi remplacer ces lignes-là. Ah, quoi? Eh, bon sang de bonsoir! Je sais bien que je tape affreusement mal au clavier, mais quand même, on va remplacer ça par ça. Donc là, ça devrait recompiler, sinon c'est que j'ai vraiment merdé avec mes chercher et remplacer. Pardon? Ah oui, non, mais d'accord, il y a plein d'autres endroits où il y a stopwatch delay. Bon, ok. Euh, donc, bon, ligne 105, par exemple là, et ben, la voici, hein, tout simplement. Du coup, on va renommer ça. Ok. Ensuite, ligne 232, je comprends pas ce qu'affiche le message d'erreur. Il cite un bloc de code que je comprends pas. Ah oui, c'est parce que c'est une instruction coupée sur 3 lignes. Bon, voilà. Donc, je disais, on va faire ici le même genre de changement que tout à l'heure dans le module Blitter. Et des changements de ce genre-là, dans ce point C, je vais en avoir 3 ou 4 à faire qui vont beaucoup se ressembler. Donc, je viens de vous en montrer un et je vais faire le reste hors caméra. À tout de suite. On va réexécuter ça et on sera content si ça semble marcher du premier coup. Donc, on a retrouvé les animations et l'update des frames. On peut toujours redimensionner le viewport aussi. Et alors, pour le cas où, avec les prochains changements dans le code que je vais faire, il y aurait des petits problèmes de plantage, je vais momentanément au moins désactiver le full screen. Petit changement suivant, on va supprimer quelques indirections qui n'étaient pas du tout utiles. Voilà, toujours accéder à étoile next send to screen date, blablabla. Alors ce qu'on va faire, je veux dire, cette fonction-là, il n'y a aucun return prématuré dedans. Donc, je n'ai qu'à déclarer une variable locale, je vais tout simplement appeler nextDate, qui va être égale à étoile next send to screen date. À la fin, pour mettre, et non, elle ne sera pas const nextDate, réfléchis un peu, Olivier, réfléchis. À la fin, on a besoin de cet effet de bord, je remets la valeur à jour dans étoile next send to screen date, machin bidule. Et juste comme ça, ici, ben, là, c'est juste next date. Voilà. Là, next date. Là, next date. Tranquillou. Hein, je veux dire, ça fait la même chose, mais avec des indirections en moins. Alors, je ne sais pas ce que le compilateur est capable de faire comme optimisation. Et si ça se trouve, j'ai rien arrangé en faisant ça parce qu'il faisait ça lui-même, hein, si ça se trouve. On n'arrête pas de nous dire que les compilateurs sont d'une puissance dingue pour les optimisations et qu'on n'imagine même pas ce dont ils sont capables. Bon, on n'arrête pas de nous dire qu'ils optimisent mieux que les humains. Donc, si moi j'étais capable de faire cette mini-optimisation, pour pas dire micro-optimisation, voire nano-optimisation à la main, j'ose espérer que le compilateur sait la faire aussi. Bon,
Donc un framerate faible, alors que OBS Studio tourne, qu'on est en fenêtré, qu'on n'a pas activé le mode triche, vous savez que c'est normal entre guillemets. Hein. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, je vais pas tester le viewport. Boum, boum. Bon, je crois qu'on est bon là. Hein. Youpi, ok. Et on va faire la même nano-optimisation ici. Alors, timeInt const next date égale étoile next main update date. Voilà. Et ensuite, allez chercher remplacer. Hein. Étoile next main. Je vais appuyer sur étoile. Tu vas pas m'emmerder. Hein. Étoile next main update date. On remplace ça par next date. Tout simplement next date. Mais on n'oublie pas là encore ouais. Alors, là aussi, tant que tu y es, là aussi. Oui, les chercher remplacer, ça a ses limites. Voilà. Encore encore une indirection supprimée. Ok. Ça va toujours? Ah non, ça compile même pas. Quel est... Attends. 364. Quel est... Ah. Oh. Oh oui, oh oui, oh oui, oui, bah oui. Je comprends pourquoi les parenthèses ont disparu lors d'un chercher remplacé. C'est fini? Merci. Dites-moi qu'on n'a pas de problème là. Parce que si on n'a pas de problème là, je peux déjà vous annoncer que ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est gagné. C'est pas encore terminé, mais c'est gagné. Hop, hop, ok. Bon, alors maintenant, on va pouvoir attaquer un chantier qui est à la fois le plus gros du jour, mais aussi le plus pépère. Je veux dire, ça m'étonnerait fort qu'on ait des longues phases de débogage. Donc, l'idée est la suivante. Dans un game event, quand on est en mode debug et uniquement quand on est en mode debug, on va pouvoir avoir un pointeur de fonction supplémentaire dont la signature pourrait s'appeler FunGameEventDebug. Et donc je vais l'appeler FunDebug, hein, voilà, le pointeur de fonction. Et voici le typedef qui va bien. Donc, il prend en paramètre un GameEvent qui est sans doute const, double const je veux dire, et int n qui peut être un niveau d'appel récursif de la fonction de type debug. Si ce que je viens de dire là vous paraît étrange, je ne vais pas m'ennuyer à écrire ça aujourd'hui tellement c'est, comment dire, c'est même pas que c'est secondaire, c'est tertiaire. Voilà. Ok. Évidemment que cette FunDebug va avoir une valeur par défaut dans le constructeur. Donc GameLoop.c est déjà ouvert, donc GameEventCreate. Donc event flèche FunDebug égale, j'ai envie de dire, default game fun game event debug. Voilà. Et que va afficher cette fonction de debug de game event par défaut? On va en décider tout de suite. Donc, elle doit respecter cette signature de fonction.
Tac, tac. Elle doit n'exister qu'en mode debug. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, si n vaut 0, on va rien faire d'autre que préciser que l'objet dont on veut afficher quelques informations à l'écran est de type GameEvent. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va afficher systématiquement? Eh bien, par exemple, on peut afficher les dates et les durées connues. Oh. Oh. Donc, first exec égale prochaine exec, prochaine ou à la limite actuelle, hein. Mais voilà, repeat every égale, je sais que le champ s'appelle repeat after. Oui, j'ai déjà expliqué pourquoi dans certains cas je préférais l'appeler repeat every dans d'autres repeat after. Mais bon, là c'est juste voici le contenu d'un champ dont le nom est pour le coup repeat after. Voilà. Ensuite, on peut passer à la ligne. Les trois dates à afficher sont timint to millisecondes de event flash date of first execution, puis timint to millisecondes de event date of execution, puis timint to millisecondes de event repeat after. Ça, c'est le genre de code qui est vraiment rébarbatif à écrire, mais qui a le mérite d'être simple. Je serais très surpris qu'on ait des problèmes avec ce code-là. Ouais, je vais me sentir extrêmement stupide si on en a. Bon. Ensuite, on peut afficher par exemple l'adresse de sa fonction play. Ça, je sais pas si... Est-ce que je peux afficher un pointeur de fonction comme un pointeur ordinaire? Je vais tenter de dire... je ne sais pas du tout. On va voir. Au pire, on s'en passera, c'est pas important. Et on va préciser s'il y a un actor slot ou pas et le nombre de states éventuels. Ah non, on peut préciser le screen number et la priority. Alors, si jamais je vais écrire ça, voilà. Si je vais préciser... Ah ouais, non, on peut faire mieux. On peut les afficher, les states. Donc,
Et avant ça, on va préciser priorité screen number. Priorité screen number seulement s'il est strictement positif, parce qu'un screen number de 0 veut dire que l'event doit s'exécuter quel que soit l'écran sur lequel on se trouve. Voilà. Ok. Est-ce que ça compile? Non. Data of execution, j'ai écrit. Date. Oui. C'est où? Bah, je viens de l'écrire, je le vois plus. Ok, ici. Ça compile, eh oui. Donc maintenant, en mode debug, on va avoir cette fonction. Donc, je pense qu'on peut tenter le double const là. Ok, le int const n. Donc, alors, si n est égal à 0, les amis, sachez que juste vous êtes en train d'afficher sans doute à des fins de débogage ou par pure curiosité des informations sur un objet de type GameLoop et on n'en dira pas plus. Et si n n'est pas égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler GameLoop help-debug sur loop flèche. Alors les événements qui sont locked, puis même chose pour les événements qui sont chronométrés. Donc, on n'oublie pas un petit f-flush à la fin ici. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a ici, c'est peut-être une accolade à fermer là. Ouais. On ferme une accolade et on passe bien à la ligne. Voilà. Il y aura la même chose ici. Oh, oui. Donc là, on commence à afficher GameLoop. Voilà. Avec des guillemets, ça passera mieux. Ensuite, s'il existe au moins un clock events, alors on va appeler cette fonction en affichant d'abord
ça. Même schéma pour ça. Et il reste à écrire cette fonction. Qui prend en paramètre un tas. L'originalité, c'est que on ne va pas parcourir dans l'ordre du tas en allant du plus petit au plus grand. On parcourt les éléments dans l'ordre où ils sont stockés. Le tas est implémenté par un simple tableau, hein, vu que c'est un tas binaire. Donc là, on fait un simple parcours de tableau, quoi, avec un tas. Ce qui fait que les événements, enfin les informations de chaque event, elles seront affichées dans un désordre arbitraire. Ce ne sera pas dans l'ordre, mettons, des prochaines dates d'exécution croissantes. Bon, c'est important. On veut juste avoir toutes les infos sous les yeux, peu importe dans quel ordre elles sont affichées. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends le game event, le IM game event qu'il y a dans le tas. Alors, est-ce qu'elle s'appelle pas plutôt comme ça, cette fonction? Et on a intérêt à caster, parce que la fonction renvoie un void d'étoile, hein. Voilà, et on appelle du coup, mince, on appelle du coup la fonction debug de cet event. Ok. Donc là, on est dans un cas au minimum d'anomalie. Ok. Est-ce que ça compile? Non. Clocked events. Ah oui, oui, oui. Il y a que ça comme erreur de frappe. Ok, donc si j'exécute, il ne devrait pas y avoir de problème, mais surtout notre fonction GameLoopDebug, là, elle n'est pas appelée pour le moment. Et c'est peut-être uniquement pour ça qu'il n'y aura pas de problème, hein, mais bon, je vérifie qu'il n'y a pas de problème. Non, parce qu'il va peut-être y en avoir, mais carrément, on est des fous. Bon, on dirait que ça va, donc échappe. Maintenant, je vais revenir dans SPRView, la fonction getSDLEvents. Alors, on va lui ajouter un cas. Donc, si on appuie sur la touche
je ne sais pas laquelle, D comme debug, on appelle la fonction GameLoopDebug sur la loupe avec un niveau -1, comme ça on est sûr de ne pas s'arrêter dans la récursivité s'il y avait des fun debugs qui en appelaient d'autres. Vu comment tout ceci est codé, il n'y aurait pas trop de niveaux de récursivité différents aujourd'hui. Bon. Voilà, mais attention, en dehors du mode debug, ça ne doit pas exister, ça. Voilà. Donc, maintenant, je lance Asperview. Alors, il faut mettre des minuscules, je crois, c'est vrai. Donc maintenant, je lance mon Asperview, il se comporte tranquillou, hein. Mais quand j'appuie sur D, on va voir si notre GameLoopDebug, notre fonction GameLoopDebug marche du premier coup. Alors oui, d'afficher le framerate, ça va pas aider à la lisibilité. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'événement c'était là, c'est là que je cherche. Je vais désactiver ça. Je ne veux plus afficher le framerate une fois par seconde. Ok, allons-y. Alors, attention, j'appuie sur D, peut-être que ça va tout faire merder. Non, ça merde pas. Donc ce que je vais faire échappe et je vais aller lire tranquillement ce qui a été affiché. Donc on est dans une game loop. Alors oui, je peux créer game loop en minuscule vu que il y a des trucs écrits en majuscule juste en dessous. Tac. Donc, on a une game loop dans lesquelles il y a 3 game events qui sont tous des stopwatch events, ok. On a des dates et des durées en millisecondes, ok. Ils sont tous pour le screen 1, c'est normal, on n'a qu'un screen dans ce programme, en tout cas pour l'instant. Tous de priorité 0, c'est normal, c'est la priorité par défaut. Et on n'a pas d'autre information pour chacun que le fait qu'il soit que le pointeur de fonction qui s'exécute quand l'event s'exécute est à telle adresse. Bon. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est normal qu'il n'y en ait que 3? Est-ce que c'est normal qu'il n'y en ait que 3? Là, ici, je vais ajouter ici end game loop, hein, begin game loop et end game loop. Là, game loop tout court parce que c'est un truc atomique qui affiche que ça, hein. Je suis un peu surpris parce que il y a le update anime every, ça fait 1. L'animation en X angle, en Y angle et en Z angle. Excusez-moi, ça fait 4, ça fait pas 3. Attendez. Ah oui, oui, non, non, ok, celui-là, il n'est pas inséré. Le frame count ne vaut que 1. Oui, alors écoutez bien. L'image là de la météorite qui tourne selon 3 axes, ça vous fait peut-être bizarre que je vienne d'affirmer que son frame count ne vaut que 1. Parce qu'elle a énormément de frames, puisqu'il y en a une pour chaque configuration possible des rotations. Sauf que ce qui s'appelle frame count ici, c'est pas ce que vous croyez. Bon, voilà. Donc oui, non, c'est normal qu'il n'y en ait que 3. Je me disais, il devrait y en avoir il devrait y en avoir 4 parce qu'il devrait y avoir celui-ci plus ceux de rotation en X, en Y et en Z. Mais non, celui-ci, il n'y est pas et on est dans un cas où c'est normal. Bon, très bien. Maintenant, regardez quelque chose. Si je
Si je vais modifier ça, voilà, eh bien normalement, il y aura les trois mêmes événements, alors peut-être pas exactement aux mêmes dates, ça dépend à quel moment j'appuie sur D, hein. Il y aura les trois mêmes, mais ils ne seront pas dans la file des stopwatch, ils seront dans la file des clocked. Alors attention, j'appuie sur D, voilà, ce sont les clocked events. Et avec ce que je viens de modifier dans SpareView config, les événements de changement d'angle de rotation sont devenus clocked, mais celui qui est toujours stopwatched, c'est celui du redimensionnement du viewport. Donc je vais lancer un redimensionnement du viewport et appuyer sur D pendant le redimensionnement. D. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Il y a toujours trois clocked events, les trois mêmes, même si les dates de prochaine exécution sont évidemment plus les mêmes, hein. Mais il y en a un qui est stopwatched, c'est le resize de viewport. Et lui, une de ses petites particularités, c'est qu'il a un acteur. Un acteur qui est le blitter. Mais bon. Blitter comme structure de données à moi et les fonctions qui vont avec, hein. C'est un module de mon programme qui s'appelle blitter. Hein, il ne s'agit pas de simuler un blitter hardware d'une des anciennes machines qui avait un blitter, hein. Alors, je vais remettre maintenant, parce que j'ai pas trop de raison de laisser ça comme je viens de le faire, je vais remettre tout ici. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de créer une fonction GameEventDebug pour chacun de ces trois types d'événements. Donc là, par exemple, pour la mise à jour de l'angle en X, si on est en mode debug, on va dire que EventFlash_FunDebug reçoit une fun GameEvent anime X angle debug. Voilà. Et ça, on va voir pareil en Y et en Z. Oh, oh. OK. Voilà. Donc, par exemple, cette fonction-ci, c'est quoi déjà le prototype? On prend un GameEvent const double et un int const. Là, il se trouve que les deux vont être ignorés. Je m'en sers pas. Je vais me contenter juste d'afficher ça. Voilà. Voilà. Alors, dans le cas d'un event qui a, mettons, un acteur avec plusieurs champs dont il serait intéressant d'afficher la valeur quand une fonction de ce genre s'exécute, on ne se priverait pas de le faire, hein. Le GameEvent passé en paramètre, il sert à quelque chose, hein, vraiment. Bon, mais là, je veux juste préciser que j'ai des GameEvents de ce genre-là. OK. Donc, maintenant, si je réexécute, donc là, ils seront tous de nouveau stopwatched, hein, si vous avez suivi, vous le savez. Et ce que je vais faire, je vais refaire D, mais une fois de plus pendant le changement du viewport.
D échappe. Donc, on a 4 stopwatch events. Il y en a en permanence 3 en mémoire qui sont pour l'animation des angles de rotation en X, en Y et en Z. Cela, il continue de s'exécuter aussi longtemps que le programme tourne. Et on a aussi celui-là, qui est un événement de type on est en train de redimensionner le viewport. Alors, j'ai bien envie de mettre des tirets là, pour la lisibilité, mais c'est rien. Alors, tant qu'à faire, j'attire votre attention encore sur autre chose. Regardez. Regardez bien ce qui va se passer. Je mets le truc en pause. Donc, puisque les changements d'angle sont des... comment ça s'appelle? Sont des événements stopwatched actuellement. Ça gèle l'animation. Ah non, ça bouge un peu de temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Oh, je viens de découvrir un bug inédit encore. Je réglerai ce problème, quelle que soit la raison de ce bug-là, je le réglerai hors caméra. Non, parce que je sens qu'il va être super long à débugger celui-là et j'ai pas envie de faire une vidéo de 8 heures juste pour enlever un bug. Mais regardez, là il est en pause. Et si j'appuie sur D, on voit quand même que dans les stopwatch events, il y a les 3 animations en X, en Y et en Z. Parce que tous les je ne sais plus combien de micropouillèmes de seconde, un événement de ce genre-là s'exécute, un de ce genre-là aussi, et un de ce genre-là aussi. Et chacun, mettons, celui qui change l'angle en X, eh bien, à chaque fois que cet événement s'exécute, il modifie la valeur de l'angle en X, mais il la modifie en condition de la stopwatch date actuelle. Or, dans un moment où le truc est en pause, eh bien, la stopwatch date actuelle, elle ne bouge pas. La clock date, si, mais la stopwatch date, non. C'est pour ça que bien que ces events continuent de tourner en boucle en mémoire, on ne voit plus d'animation. Ou plutôt si le rond il a bougé un tout petit peu à un moment, ce sera vraiment intéressant que j'arrive à trouver pourquoi il y a cette anomalie. Bon, j'enlève la pause. Ouf. OK, échappe. Et on va terminer la vidéo du jour en allant dans le module Blitter. On va écrire une fonction de type bidule debug là pour l'événement de redimensionnement justement progressif du blitter, du viewport blitter. Alors, ici, eh bien, si on est en mode debug, on va dire que event flash debug reçoit ça. Bon. Oh là 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 là. Mon Dieu. Alors, attends. Game event blitter resize viewport. Voilà. Debug. Voici le nom de ma fonction. Putain, c'est pas vrai. J'appuie là et là. Tu m'embêtes pas, bordel. Cette fonction, elle va afficher un certain nombre d'informations intéressantes. L'événement qui change le blitter viewport. La forme et la taille du rectangle à l'écran, du rectangle noir, la zone dans laquelle la météorite peut effectivement être affichée. On a dit que l'acteur de cet event, c'était le blitter lui-même. Donc, parce que là, dans ma fonction debug, je vais avoir besoin d'accéder au blitter. Donc, je vais écrire la chose suivante. Déjà, n, ça m'est égal. Non, ça m'est pas égal, pardon. Je vais dire, si n vaut 0,
Dans ce cas, je me contente de préciser que l'objet sur lequel on me demande des informations, c'est un objet de type GameEvent et on n'en parle plus. Attendez. C'est bien cohérent là. Dans mon... Non, non, là. Ok, c'est cohérent. Donc, sinon, je vais avoir besoin de l'acteur de ce GameEvent, cet acteur étant de type blitter. Là. Oui, non, le type de données s'appelle FrameBlitter. Voilà, c'est la variable que j'appelle blitter. Donc, cast en FrameBlitter. Alors, là encore, dans l'expression FrameBlitter, le mot frame peut prêter à confusion. Faites pas trop d'hypothèses sur ce qu'il signifie. Bon. Donc, je fais appel à ma fonction GameEventGetActor. Voilà. On programme sur la défensive. Si l'acteur est nul, c'est qu'il y a un sacré problème. Dans ce cas, on fait un return hein, parce qu'on ne veut pas plus d'ennui. Et surtout, on affiche qu'il y a une erreur qui s'est produite. Dans le code dont le source se trouve ici, plus précisément dans cette fonction-ci. Attendez, maintenant que j'y pense, transfer view. Ok, c'est bon. Je me demandais si j'avais pas oublié le suffixe debug. C'est bon. Alors, ok, on revient là. Donc, sinon, on a ces 4 champs dans le FrameBlitter qui vont nous permettre de dire très précisément à quelle étape de redimensionnement on se trouve. Donc, là, je vais écrire par exemple, c'est un GameEvent de type blitter size viewport, dont les données précises sont les suivantes. Alors, target largeur, voilà, la largeur à laquelle le viewport va arrêter de se dimensionner. Ça va être temps. Target hauteur, ça va être temps. Et comme on est en cours de processus, on va aussi préciser les valeurs actuelles de la largeur et de la hauteur du rectangle. Vous allez voir, ce sont des petites valeurs puisque c'est de la basse résolution qui est de fait grandie 2 fois quand je suis en fenêtré et 3 fois quand je suis en plein écran. Hein. Donc, les valeurs qui nous intéressent, c'est blitter flèche viewport w2 et blitter viewport h2. Je speak trop bien l'anglais encore. Hein. Et puis, alors, from, ça s'appelle from. Ah, c'est plutôt current que from. Pour l'instant, ça s'appelle from, donc je laisse comme ça, mais c'était pas le meilleur nom possible pour ces champs. Bon. De toute façon, ce sont des débats incessants. Au bout d'un moment, il faut aussi coder. Hein. Il faut aussi avancer dans le code qu'on écrit. Alors voyons si ça compile et si ça s'exécute bien. Alors ça compile pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces champs?
Ce sont pas des int? Ce sont pas des int? Mais non, mais il y a à la fois from to et current. Ah oui! Attends. Attends. Par contre, là, je vais me fâcher. Tu vas m'expliquer? Mais ce sont bien des int. Qu'est-ce qui m'emmerde? Qu'est-ce qui m'emmerde? Ah, c'est parce que j'ai pas mis de guillemets là. Et besoin de me faire chier là? Alors, j'avais oublié qu'il y a à la fois le from, le to. Alors, voilà. Et du. Stop, arrête de m'emmerder là. Là, voilà. Et puis surtout, le current. Oh, current. Non, mais là, je comprends mieux la terminologie. J'avais oublié que. J'avais oublié que je maintenais les trois en mémoire. Valeur de départ, valeur d'arrivée et valeur actuelle qui est comprise entre départ et arrivée, hein. Bon, donc, ça y est, c'est fini là? C'est bon? Hein? C'est bon? On va. Après ça, on fait ça, et puis peut-être heureuse ça. Non, non, juste un. Je sais pas, on va voir. J'aimerais que tu compiles, mon ami. Non, mais c'est pas possible. C'est fun des bugs, je m'y ferai jamais. Non, ça s'écrit pas comme ça, putain. Là, voilà. Donc, je vais, pendant le même resize viewport, appuyer deux fois sur D, puis on va quitter le programme, puis on va commenter le résultat. Resize D, D, stop. Alors, le premier D nous fait afficher, outre ceci, ça. Donc, on est un redimensionnement de viewport dont la taille de départ est 400 x 320 et la taille d'arrivée est 640 x 240. Et la première fois que j'ai appuyé sur D, on était dans la taille intermédiaire de 462 x 298. Mais la deuxième fois que j'ai appelé sur D, c'était plus la même taille intermédiaire. C'est pour ça que le rectangle, on le voit vraiment bouger de forme à l'écran. Bouger et changer de forme. C'était 564 x 266, ce qui était déjà plus proche de la résolution, enfin des dimensions visées. Alors imaginez que dans une ancienne vidéo du développeur des cavernes, je reviens là-dessus, j'avais lancé un de mes prototypes de shmup qui, tout prototype et tout pété qu'il fût, affichait des choses à l'écran déjà bien plus intéressantes que juste une météorite qui tourne. Cela dit, à l'époque, j'aurais pas été capable de la faire tourner selon trois axes, la météorite, hein, et oui. Mais bon, ce programme, disais-je, affichait des choses bien plus intéressantes que ce que je vous montre aujourd'hui. Et imaginez toutes les infos qu'on pouvait afficher à chaque fois qu'on appelait une fonction qui faisait ça, quoi. Imaginez. Imaginez ce que ça peut permettre de faire quand on débug ou quand on met au point un programme. Ou imaginez quelle pédagogie on peut faire avec ça quand on veut expliquer comment on crée un jeu vidéo. Moi, je vous dis, la programmation, c'est génial, à condition de beaucoup se casser la tête pour trouver comment s'amuser en faisant. Bon, la conclusion après cette partie 6, c'est que même si on a détecté tout à l'heure une anomalie que je vais corriger surtout pas devant la caméra, en dehors de ça, j'ai un module GameLoop actuel qui a toutes les qualités du module scheduler que j'avais avant, mais qui a aussi des qualités en plus.
Et non, ce n'est pas une perte de temps pour moi de reprogrammer plusieurs fois un peu la même chose, dans la mesure où je prends tellement de temps pour créer des assets graphiques que, en même temps, côté programmation, je m'ennuierais totalement si de temps en temps je me lançais pas dans ce genre d'exercice-là. J'allais dire, regardez, on dirait que l'événement d'animation en Z, il a disparu. Non, non, c'est juste qu'il est là. Je vous le redis, ils sont affichés dans un ordre arbitraire quand on appelle cette fonction de debug. Et c'est pas un problème, ça. Allez, mettez un énorme commentaire et un pouce bleu, et même plusieurs pouces bleus si vous pouvez. Parce que si vous avez écouté ces vidéos de programmation, je ne peux pas croire qu'elles vous ont pas intéressé. C'est tellement lourd que si on s'y intéresse pas énormément, on ne peut pas tenir jusqu'au bout. On est bien d'accord là-dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt, notamment pour des choses plus digestes